On termine cette émission avec Guillaume de Goïs. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes président d'Aluminium France, c'est la fédération professionnelle qui représente l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium en France, représentative à plus de 85% de la filière française. Vous êtes l'aluminium, une industrie qu'on appelle électro-intensive. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers de la métallurgie en général et de l'aluminium en particulier, dans quelle mesure est-ce que votre production est dépendante de l'électricité ? Alors l'électricité est effectivement pour nous comme une matière première. Nous consommons beaucoup d'électricité qui est directement utilisée dans notre procédé pour produire de l'aluminium. Donc on transforme de l'alumine, qui est notre matériau de base, en aluminium par un procédé d'électrolyse. Donc sans rentrer dans le détail, et juste pour donner quelques chiffres, une usine comme celle d'Aluminium Dunkerque, que je dirige donc dans le nord de la France, utilise à peu près la moitié de l'électricité produite par un réacteur nucléaire, ou, pour donner quelque chose qui parlera peut-être plus, consomme autant d'électricité que la ville de Marseille. En quoi ? Par jour ? Par jour. Ce que consomme la ville de Marseille dans une année, on consomme la même chose. D'accord. On consomme la même chose. Donc pour nous, voilà, l'électricité, c'est vraiment une de nos matières premières et on a une dépendance très forte à l'électricité, c'est-à-dire que dès qu'on baisse un tout petit peu notre électricité, eh bien, notre production d'aluminium va baisser. Et si on veut l'augmenter, c'est pareil, ça augmente la consommation d'électricité. Justement, vous êtes donc à la tête aussi d'Aluminium Dunkerque et vous êtes donc comme tous vos confrères impactés par cette hausse d'électricité. Vous avez réduit votre production de 22%, je crois. Quel aurait été l'impact financier pour vous si vous ne l'aviez pas fait ? Alors, ça aurait été un impact majeur. C'est pour ça que, bien que nos carnets de commandes soient pleins, on a dû, de façon un peu contrainte, baisser notre production pour baisser notre consommation électrique. Il faut savoir que la difficulté, elle est vraiment devant nous. Le prix de l'électricité a été très très haut pendant toute l'année, mais là, sur l'hiver qui approche, il atteint des sommets qui sont vraiment sans commune mesure avec l'historique. Juste pour donner quelques chiffres, sur les 10 dernières années, le prix de l'électricité sur le marché en France, il est aux alentours de 40 à 50 euros. Là, on l'annonce pour cet hiver pour à plus de 1000 euros. Donc vous voyez, c'est x20. Pour nous, l'électricité représente à peu près 25% de nos coûts en période normale. Donc vous imaginez bien que devant une telle hausse du prix de l'électricité sur le marché, eh bien on ne peut plus faire d'aluminium de façon même pas rentable. C'est juste qu'on ne peut plus le faire. On n'a plus les moyens financiers de le faire. Et quel est l'état de la filière ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là. Globalement, comment ont réagi les autres industriels en France ? Alors, les industriels en France sont, pour les plus électro-intensifs, très touchés. Il y en a qui ont déjà arrêté. Vous avez sans doute suivi les arrêts de certains verriers et d'autres qui se sont arrêtés aussi à cause du prix du gaz, très très élevé lui aussi. Ceux qui sont plus consommateurs de gaz, comme les producteurs d'engrais ou d'ammoniac. Et donc, il y a un vrai risque, si les mesures ne sont pas prises, si des mesures rapides et urgentes ne sont pas prises, que l'industrie dépendante de l'énergie soit contrainte d'arrêter sa production et mettant en danger en fait toute la chaîne, puisque vous parliez de filière tout à l'heure, la filière aluminium donc, que je représente aujourd'hui, il y a les usines qui sont très dépendantes du prix de l'électricité, mais en aval, il y en a qui sont dépendantes du prix de l'électricité et du prix du gaz, et il y a toute une chaîne de clients et de fournisseurs qui vont souffrir en fait si la production d'aluminium n'est pas maintenue. Typiquement, l'aluminium, on le retrouve dans beaucoup d'usages. C'est un métal qui est important pour la transition énergétique, parce qu'on va le retrouver dans les lignes à haute tension, on va le retrouver dans les blisters des médicaments, on va le retrouver dans les canettes, on le retrouve dans les voitures pour les alléger. Donc voilà, c'est vraiment un métal qui est utilisé au quotidien et dont on a besoin. Et si on arrête le début de la chaîne, le risque, c'est que ça se répercute sur l'ensemble de la filière et qu'on se retrouve devant une vraie situation de pénurie. Vous mentionniez les verriers. Qui ont effectivement mis pour certains leur production à l'arrêt. On peut le faire ça avec de l'aluminium ou est-ce que, parce qu'il me semble que c'est quand même très compliqué à faire. Je vous confirme, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous citiez tout à l'heure, effectivement, la baisse de production de 22%. On a démarré cette baisse de production, mais elle se terminera que dans quelques semaines, parce que ça prend beaucoup de temps pour pouvoir faire varier
notre équilibre de production. Et donc on ne peut pas juste, entre guillemets, tourner l'interrupteur si facilement que ça. Il faut préparer les cuves pour être arrêtées de telle sorte qu'on puisse les redémarrer plus tard sans mettre en danger en fait toute l'usine. Vous n'êtes évidemment pas les seuls en France à alerter sur cette situation. Je crois qu'il y a une quarantaine de producteurs qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours au niveau européen. Parce qu'en temps normal déjà, corrigez-moi si je me trompe, mais la production européenne, ça ne couvre que la moitié de nos besoins en aluminium. Tout à fait. Donc si on continue à baisser la production, ce que ça signifie, c'est qu'on va devoir importer davantage ? C'est exactement ça. Et malheureusement, ces importations, elles sont souvent beaucoup plus carbonées que celles qu'on produit en France. On est parmi les meilleurs au monde en termes d'émissions de CO2, ou même sur la moyenne européenne. Donc chaque fois qu'il y a une usine européenne d'aluminium qui s'arrête, c'est autant d'aluminium qui va être importé d'autres pays où la production est beaucoup plus carbonée. La chaîne européenne de l'aluminium a déjà payé un lourd tribut à cette crise de l'énergie depuis la fin de 2021, où les prix de l'énergie ont commencé à vraiment dérailler. Il y a près de la moitié de la production d'aluminium primaire en Europe, la moitié, qui s'est arrêtée. Ça représente la moitié. Ça représente plus de 800 000 tonnes d'aluminium qui se sont arrêtées à cause de ces prix d'électricité complètement aberrants. Et vous, pourtant, vos carnets de commandes sont pleins. Ça veut dire que ça peut générer des problèmes en aval aussi. C'est-à-dire que vos clients vont se retrouver en pénurie, en fait. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand l'amont s'arrête ou baisse sa production, avec des carnets de commandes qui sont pleins, effectivement, ça a une répercussion forte sur l'aval, qui est obligé de s'approvisionner ailleurs. C'est pas facile, parce que les chaînes logistiques existantes sont perturbées. Donc ça pose des vraies questions. Donc nous, ce que nous demandons, et je sors d'une réunion avec Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, et il y avait aussi Roland Lescure, donc ministre de l'Industrie, et Olivier Grégoire pour les petites entreprises. Et ils ont vraiment la volonté de faire des choses. Ça, c'est clair, ils nous l'ont dit. Maintenant, il faut faire les choses au niveau européen, pour que ça puisse fonctionner. On ne peut pas juste décider dans son coin de quelque chose, vu les interconnexions que nous avons sur le marché de l'énergie en Europe. Et donc, il faut qu'on mette d'accord à peu près tout le monde sur l'Europe pour réussir à faire baisser le prix de l'électricité sur le marché. Il y a vraiment des signaux forts qui doivent être envoyés, de telle sorte que nous, industriels, on puisse redémarrer notre production pour ceux qui l'ont arrêté, la poursuivre pour ceux qui fonctionnent encore. Mais il y a déjà des choses qui ont été enclenchées. Je crois qu'il y a effectivement des aides pour en tout cas des entreprises dont le chiffre d'affaires dépend en partie du prix de l'électricité. Il y a aussi le volume de l'Arenh qui a été largement augmenté. Tout ça, ça ne suffit pas pour vous aujourd'hui ? Alors, revenons peut-être un tout petit instant sur le volume de l'Arenh. La décision qui a été prise en début d'année de remonter le plafond de l'Arenh a été une décision qui a été très très importante et qui a beaucoup soutenu. Passer de 20 à 120, c'est ça ? De 100 à 120. De 100 à 120. Alors c'est une décision qui a été très très importante pour les industriels parce que ça nous a aidé à passer cette année 2022. On demande bien évidemment qu'on puisse maintenir un plafond d'Arenh le plus élevé possible, de telle sorte que nous puissions poursuivre notre production. L'Arenh, ça représente une sorte de bouclier pour nous par rapport à cette hausse des prix, et donc c'est très important. Les autres mesures, vous en parliez un tout petit peu, celles qui sont relatives donc au coût des énergies dans le total, enfin dans les coûts totaux ramenés au chiffre d'affaires. C'est donc le plan d'urgence, plan de résilience ou les mesures Ukraine, peu importe comment on l'appelle, sont importantes aussi. Par contre, aujourd'hui, elles sont mal dimensionnées. Elles sont issues en fait des directives européennes. En France, on a peut-être un petit peu surtransposé, et ça a été corrigé très récemment par Bercy. Pour le moment, le plan n'a pas du tout donné l'effet escompté. C'est un plan qui était doté de 3 milliards d'euros. Il y a, je pense, moins de 10 millions qui ont été effectivement attribués, donc une inefficacité aujourd'hui qui est très forte. Je pense que le ministre a vraiment à cœur de changer ces paramètres-là, dans la mesure de ce qu'il est possible de faire, et puis de les changer peut-être plus radicalement l'année prochaine, de telle sorte qu'on puisse vraiment avoir un plan qui soit efficace et qui nous permette, en fait, nous, industriels, de maintenir notre production et de continuer à alimenter les chaînes de valeur. Au-delà de la crise actuelle, la question du prix de l'énergie va de toute façon se poser sur le long terme. Comment est-ce que vous, industriels, vous appréhendez ça ? Est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir contre ces variations ?
Alors, il y a plusieurs choses. Quand on parle d'énergie, il y a la problématique de l'électricité, il y a la problématique du gaz, qui sont un petit peu différentes, même si elles sont aujourd'hui liées. Oui. Donc, problématique de l'électricité, c'est... je pense aujourd'hui en France en tout cas assez largement le fait d'une production nucléaire qui est inférieure à la production nucléaire historique et donc le gouvernement et EDF sont très mobilisés pour faire remonter cette production de telle sorte qu'on puisse revenir à une production plus normale et ça va avoir un impact favorable bien sûr sur le prix de l'électricité. Sur le prix du gaz, c'est bien évidemment le conflit en Ukraine et le fait que les Russes aient arrêté d'envoyer du gaz vers l'Europe. Bon, ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un fait. Il manque de gaz. Donc, cette année, les stockages sont plutôt en ligne avec les prévisions. Oui, on est à 80%. Et donc, on devrait ne pas avoir de trop grosses difficultés d'approvisionnement en gaz pour cet hiver. Par contre, la vraie difficulté, c'est que le prix du gaz est très élevé, parce qu'il faut qu'on le fasse venir sous forme de LNG, donc du gaz naturel liquéfié par des bateaux, ce qui coûte beaucoup plus cher que le gaz par gazoduc. Donc il y a ce renchérissement du prix du gaz, et puis la crainte qui en manque fait que les prix sont stratosphériques. On est presque à 10 fois ce qu'on avait en 2019, par exemple, pour prendre une référence. Et donc ça a un double impact. D'une part, ceux qui utilisent du gaz directement voient leur facture s'envoler, avec tous les problèmes que je disais tout à l'heure, sur les verriers ou sur l'engrais, etc., sur la chimie de façon générale. Et puis, on utilise aussi du gaz. Alors, pas énormément en France, mais au niveau européen, c'est quand même majeur. On utilise du gaz pour produire de l'électricité. Et donc, le prix de l'électricité a lui aussi énormément augmenté. Ce qu'on appelle le market design, c'est donc en fait aujourd'hui le prix de l'électricité sur le marché européen, il est fixé par le prix de la dernière centrale appelée. Aujourd'hui, c'est quasiment systématiquement du gaz, ce qui fait que le prix de l'électricité sur tout le marché est directement lié à celui du gaz. D'où cette envolée des prix. Donc ça, c'est un autre élément très important sur lequel il faut agir au niveau européen. Pour limiter le prix de l'électricité sur le marché, il faut décorréler le prix de l'électricité de celui du gaz. Est-ce que vous avez des systèmes d'assurance qui vous permettraient aussi de vous prémunir contre ces volatilités-là? Est-ce que ça existe dans votre secteur? Alors ça existe, bien sûr, ce qu'on appelle les couvertures. Ouais. Donc on peut acheter de l'électricité ou acheter du gaz à l'avance, ce que nous faisons pour effectivement limiter ces variations. La grosse problématique auquel nous allons faire face, c'est en 2023. Il faut renouveler ces couvertures. Ah oui. En général, on les fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en tout cas pour partie. Et donc, vu le prix du gaz qu'on a eu et le prix d'électricité que nous avons eu sur 2021, qui était déjà élevé, et sur 2022, où c'est stratosphérique, eh bien, on a du mal à renouveler ces couvertures-là. Et donc, on va se retrouver en 2023 avec une exposition au prix de marché beaucoup plus forte que celle qu'on a d'habitude, avec effectivement les problématiques que je décrivais. Vous avez évoqué des risques de pénurie. Il y a un autre risque dont on n'a pas parlé, c'est le risque de désindustrialisation. Est-ce que si demain on est contraint parce que effectivement le contexte fait que c'est plus possible pour vous de payer les factures d'électricité, on arrête vos fourneaux d'aluminium, est-ce qu'on risque de perdre cette industrie-là et ce savoir-faire-là en France ? Alors, ça va dépendre de signaux à long terme. Ça, c'est vraiment important. Les industriels ont réagi effectivement à la conjoncture, mais on est aussi sensible à ce qui se passe à long terme. Et donc, c'est très, très important que les signaux que nous recevons sur le prix de l'électricité tel qu'il sera dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous permettent de nous rassurer sur le fait qu'on va pouvoir maintenir une industrie électro-intensive en France. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans ce cadre-là, nous appelons à la mise en place de contrats de long terme qui nous permettent de nouveaux contrats long terme qui nous permettent d'avoir cette visibilité-là. Donc il y a un groupe de travail qui était piloté par Philippe Darmaillan qui va rendre un rapport qui décrit un petit peu ce besoin-là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a besoin aussi de plus d'électricité dans les années qui viennent avec la décarbonation. La transition écologique fait qu'on va devoir passer d'énergie fossile vers des énergies propres. L'électricité, s'il est produit à partir de ressources bas carbone comme le nucléaire ou les renouvelables, c'est une énergie propre. Donc on veut remplacer du gaz ou du fioul par de l'électricité. Donc ça veut dire qu'on va augmenter la consommation d'électricité. C'est vrai au niveau industriel, c'est vrai aussi au niveau de tout le monde. Quand on laisse sa voiture à essence ou à gasoil pour passer à un véhicule électrique, il faut plus d'électricité. Donc ça, c'est vraiment des choses à plus long terme. On va avoir besoin d'entre 40 et 60% d'électricité de plus en France. À quel horizon ?
à horizon 2030-2040, d'où le programme nucléaire, nouveau nucléaire, qui doit permettre de répondre à ça, mais aussi la mise en place de plus d'énergie renouvelable pour pouvoir nous donner de l'électricité bas carbone, pour qu'on puisse, nous, industriels, continuer à produire et chacun d'entre nous changer pour des modes de transport ou d'alimentation ou de chauffage qui soient plus vertueux en termes de CO2. Vous venez, vous l'avez dit, de rencontrer les ministres à Bercy. Vous avez quand même, je crois, eu le sentiment d'être entendu, d'après ce que vous dites. Vous attendez des mesures prochainement et vous êtes finalement confiant sur la traversée de cette crise ? Je crois qu'il y a une vraie volonté de la part du ministère de l'économie et des ministères de l'industrie, des petites entreprises, de changer les choses. Ils ont bien compris l'importance de l'énergie dans notre système de production et ils ont vraiment cette volonté forte de faire changer, de bouger un petit peu, d'une part, les paramètres des niveaux d'aide qui permettent donc effectivement d'avoir une aide qui soit plus efficace que celle qu'elle est aujourd'hui, et d'autre part, et ça pour moi c'est le plus important, de changer la façon dont l'électricité est pricée sur le marché, dont le prix de l'électricité sur le marché s'établit, de telle sorte qu'on ait des signaux long terme qui soient bien meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on a aujourd'hui remet en cause de façon assez radicale tous les projets qu'on peut avoir en termes de décarbonation, en termes d'électrification de nos procédés. Donc c'est vraiment important qu'on ait ces signaux-là. Et puis, et ça c'est un point qui a été vraiment rappelé, c'est d'avoir des mesures coordonnées au niveau européen. Si les différents pays européens n'arrivent pas à se mettre d'accord, on peut tomber dans des aberrations, c'est-à-dire que chacun essaye d'optimiser de façon très locale son système et on n'a pas du tout une efficacité d'ensemble. Je vais prendre un exemple très concret, très simple. L'Espagne et le Portugal ont décidé de baisser le prix du gaz et de l'électricité, de prendre des mesures assez radicales et qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, le prix de l'électricité en France est à plus de 450 € par mégawattheure. Il est à 120 ou 130 en Espagne. Donc ça fonctionne très bien et on aimerait que toute l'Europe puisse faire comme l'Espagne. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça crée des distorsions. Et donc il faut vraiment que ce soit des mesures européennes qui soient prises, de telle sorte qu'on évite d'avoir ces distorsions, ces compétitions entre pays européens qui ne nous apportent rien. Parce que finalement, c'est les pays extra-européens qui, eux, ne sont pas du tout soumis à cette crise de l'énergie, qui en bénéficient et qui, finalement, nous prennent des parts de marché. Merci beaucoup Guillaume Degois. Je rappelle que vous êtes le président d'Aluminium France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dès lundi, le retour de Stéphane Soumier. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end.